Hey, je suis méga stressée, voire angoissée à l'idée de poster cette vidéo parce que de base, j'avais pas l'intention de la rendre publique. C'était juste pour mon plaisir personnel, pour garder une trace de mon amour de ces livres qui m'ont tenu à cœur en 2021. Mais sur les encouragements chaleureux d'une de mes best bros qui se reconnaîtra, je me suis dit bah allez YOLO, vas-y, éclate-toi, poste-la en public, peut-être que voilà ça va intéresser les gens, peut-être pas. D'habitude ça intéresse pas trop les gens, d'habitude je suis toute seule dans mon coin. Du coup voilà, j'ai pas trop d'espoir. Alors je me dis il y aura sûrement personne qui va tomber dessus, peut-être à part mes potes, et encore je sais même pas si j'aurai le courage de leur avouer l'existence de cette vidéo. Mais si par miracle il y a des inconnus qui passent par là, j'espère que la longueur et la qualité de ma vidéo ne vous rebuteront pas trop, parce que j'ai pas du tout de matériel pro, je filme avec mon portable, avec l'éclairage de merde de ma chambre. Comme je l'ai dit, c'était juste pour jouer à la petite booktubeuse dans mon coin, voilà, pour mon plaisir personnel. Voilà, si vous avez rien d'autre d'intéressant à faire et que vous êtes intéressé de regarder cette vidéo de 30 minutes où il y a une petite inconnue qui exprime juste son amour pour des livres qu'elle adore par-dessus tout, bah je trouverais ça immensément génial. Mais au pire, bah vous skippez, vous rushez la vidéo et vous regardez juste de quel roman je parle, et comme ça, bah peut-être que par chance, quand vous irez à la médiathèque emprunter des livres ou à la librairie acheter des livres, et bah vous repenserez à ces livres-là et vous vous direz peut-être que je tenterai ma chance, et ça me ferait immensément plaisir parce que c'est des livres, ah mais pour moi ils sont incroyables en fait. Au pire vous m'oublierez et vous passerez votre chemin et bah au revoir. Hey, je suis hyper contente de tourner cette vidéo parce que je vais faire mon top 10 de mes meilleures lectures de 2021. Alors grosso modo, pour le bilan de lecture de 2021, j'ai eu pas mal de lectures bof, de déceptions, par exemple des sites de saga qui m'ont pas vraiment plu, des mauvaises surprises parce que je pensais que j'allais aimer, enfin voilà. En fait j'ai l'impression que ces derniers mois, j'ai pas mal de difficultés à terminer un livre, à vraiment rester immergée et à fond dedans du début à la fin. Parfois voilà c'est un peu compliqué, du coup bah ça ne rend le livre de ce top d'autant plus marquant, d'autant plus bouleversant, parce que bah du coup je suis reconnaissante de m'avoir happée du début à la fin, voilà, de m'avoir fait passer par des millions d'émotions, enfin vraiment c'était des expériences mais de dingue, vraiment des coups de cœur, mais voilà bref. Alors ça a été vraiment difficile de les placer, enfin voilà, j'ai changé pas mal de fois du top 10 au top 6, je sais pas vraiment, je pense que j'ai pas vraiment de doute sur les livres qui sont compris entre le top 1 et 5, mais pour le top 4 et 3 voilà, j'ai quand même pas mal de difficultés. Bref, en tout cas pour le top 10, j'ai décidé de mettre Moon Brothers de Sarah Crossan, que j'ai pas, enfin du coup j'ai emprunté. Sarah Crossan, j'avais déjà lu un livre d'elle qui était Inséparable, qui m'avait fait pas mal chialer, mais ça m'a pas vraiment marqué pour autant, enfin genre c'était très émouvant, c'était triste et tout, mais voilà, c'est pas un livre qui m'a marqué, qui était dans mes coups de cœur ou quoi. Du coup en commençant Moon Brothers, j'étais en mode ok, ça va peut-être être dans cette même veine là, genre je vais passer un bon moment, un moment émouvant et tout, mais après je vais passer à autre chose. Ça va surtout être plaisant comme lecture et très rapide parce que du coup c'est en vers. C'était pas plaisant du tout, c'était pas plaisant. En fait c'était pas plaisant dans le sens positif, parce que du coup bah c'est à dire que l'autrice a bien réussi son coup, parce que ça m'a impacté, ça m'a détruit le cœur. En fait la raison principale pour laquelle ce livre est dans ce top, enfin il y a deux raisons principales. La première c'est pour la relation fraternelle qui est mise en avant. On a le héros qui va retrouver en quelque sorte son grand frère qui est emprisonné, qui est condamné à mort jusqu'à son exécution. Ils vont renouer les liens, ils vont remémorer le passé quand ils étaient proches, et ça m'a dévastée parce qu'en fait tu as cette maladresse entre eux, le fait qu'ils essayent un peu de se reconnecter, de devenir un peu plus familiers l'un envers l'autre. Tu as cette réminiscence du passé qui m'a tellement touchée, parce que tu voyais à quel point ils étaient proches, à quel point le grand frère condamné, bah c'était un grand frère mais tellement pur et tellement attentionné, enfin bref, voilà, du coup ça m'a détruite. Genre je pense que c'est l'une des premières fois, genre la première fois où j'avais mal au cœur en lisant un livre, enfin vraiment j'avais le cœur brisé. Et en fait genre notamment vers la fin, où du coup plus tu te rapprochais de l'échéance, plus t'étais en stress, enfin vraiment mes sentiments étaient mixés aux sentiments du héros qui faisait tout son possible pour essayer d'annuler cette exécution, pour alléger la peine de son frère et tout, parce que vraiment l'affaire autour de son exécution, de sa condamnation, c'est en plus assez flou, du coup ça rajoute encore plus à l'injustice de la peine de mort, et ça m'a mais vraiment détruit en fait. Genre j'avais les entrailles qui étaient oppressées, vraiment c'était
des sensations physiques mais bouleversantes en fait. Et bref, ce livre m'a déchiré le cœur, m'a... Enfin, bref, voilà, en 9ème position, j'ai mis L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Alors, j'ai mis que le tome 1 parce qu'en fait, voilà, par la suite, le tome 2 et 3 que j'ai lu, j'ai été plus mitigée, je sais pas, j'ai moins été dans le mood en fait, alors qu'il y a les mêmes ingrédients que dans le tome 1, mais j'étais moins happée, j'étais moins entraînée, captivée. J'ai quand même voulu mettre le tome 1 dedans parce que ça a été incroyable. Vraiment, il y avait tout ce que je voulais dans un roman de fantasy jeunesse. Il y avait un univers rempli de surprises, de mystères et de révélations qui m'ont laissé juste waouh, avec des réflexions au niveau du système de magie qui discrimine ceux qui ont de la magie, ceux qui n'ont pas. Du coup, ça fait poser pas mal de questions, notamment par rapport à la psychologie du héros qui se retrouve face à ça. En fait, sa psychologie, elle est bien nuancée en fait. Il est tourmenté, il se pose pas mal de questions, il fait des erreurs. Et en fait, c'est à partir de là, il va avoir une évolution, mais tellement satisfaisante et tellement stylée, et j'étais tellement fière de lui. Et puis à côté de ça, on a des personnages qui sont hyper attachants, on a des relations qui se nouent, qui sont juste trop attendrissantes, et j'ai adoré. Et puis t'as aussi des moments où tu rigoles bien parce qu'il y a un humour sarcastique au niveau du héros, mais aussi des moments d'émotion, enfin ça m'a fait pleurer, genre il y avait des scènes, vraiment, il y a des scènes dures en fait. Du coup, enfin des scènes dures, ça va quoi. Mais c'était ouf quoi. Enfin, vraiment, j'ai adoré, j'ai passé un super moment, j'étais happée du début à la fin. Au niveau de l'action et tout, c'était badass. Enfin, bref voilà. Ensuite, je triche un peu, je mets 3 livres à la 8ème place parce qu'en fait ça se passe dans le même univers. Ce sont des livres qui peuvent se lire indépendamment, mais voilà, ça se passe dans le même univers. Du coup je me dis voilà. En premier lieu je mettais Vaisseau d'Arcane, et du coup j'ai ramifié avec les 2 livres qui se passent dans le même univers, Engrenage et Sortilèges et Dragon et Méganus de Adrien Thomas. Alors en fait Vaisseau d'Arcane, j'ai emprunté à la médiathèque, c'était un livre qui me donnait hyper envie, genre quand je le voyais à la FNAC j'avais tellement envie de l'acheter, mais il était cher et j'avais peur que ce soit compliqué parce que c'est du steampunk. C'est un genre, je suis vraiment pas familière, j'ai peur de me perdre, de pas comprendre, de pas être complètement captivée. Du coup voilà, genre j'ai emprunté et j'ai adoré. En fait le monde il est tellement riche, tellement dense, il y a pas mal d'informations, de toiles d'informations à tisser et tout, mais c'est expliqué de façon tellement fluide et tellement bien que en fait t'arrives à t'y retrouver, en fait à faire les connexions, et c'était satisfaisant. Et du coup bah ça enrichissait l'univers de façon fluide et tout. En plus t'as des complots politiques, t'as un personnage, un des protagonistes, tu sais pas trop ce qu'il fait là, quels sont ses plans et tout, il est assez mystérieux, et du coup il y avait un charisme qui se dégageait de lui, et puis à la fin t'as des révélations, t'es en mode ah ok d'accord. Et puis les personnages aussi, enfin, ils sont attachants, t'as une diversité au niveau des personnages, il y avait de l'action, des rebondissements et tout. Et du coup, comme bah, j'ai été conquise par la plume, par l'univers de l'auteur, bah, j'ai lu les 2 préquels en fait, qui sont eux en jeunesse young adulte, parce que Vaisseau d'Arcane, du coup c'est en adulte. Et du coup je me suis dit peut-être qu'il y aurait une simplification de l'univers, et non. Enfin, je crois pas vraiment, parce que ça m'a semblé tout aussi riche, en fait, ça a développé de façon tellement fluide l'univers, c'était passionnant, c'était captivant, et puis aussi au niveau des personnages, je les adore, j'ai adoré suivre les duos de personnages. En plus, ça a une diversification au niveau des personnages, une diversité au niveau des personnages, que ce soit au niveau des ethnies ou de l'orientation sexuelle, et je trouve ça trop bien parce qu'en fait c'est fait de façon naturelle, et du coup dans le genre du young adulte, enfin c'est hyper rafraîchissant à voir, et du coup voilà, et vraiment au niveau même de l'aventure, de l'action, c'est très addictif en fait, c'est tellement bien raconté, du coup voilà, bref. Ensuite en 7ème position, j'ai mis Druide de Olivier, à chaque fois je dis Olivier Perru. Alors c'est un livre qui a dormi dans ma palle pendant plus d'1 an je crois, parce que j'avais peur de le sortir. Genre c'est un livre qui me faisait hyper envie, mais comme c'est de la fantasy adulte et qu'à l'époque j'étais pas trop familière avec ce genre, bah j'avais un peu peur de me perdre, d'avoir une déception, parce que j'entendais que du bien. Mais au final c'était plus bouleversant que ça quoi, je m'attendais pas à avoir un aussi gros coup de cœur. Dès le début en fait je m'étais attachée au personnage. En fait c'est un peu une sorte de thriller, parce que tu suis des cas de meurtre assez bizarres, et du coup ça t'entraîne dans les profondeurs de cet univers, dans les mystères, et puis t'as des révélations qui sont assez ouf et qui révèlent des thèmes qui sont assez forts au niveau genre du cycle de la vengeance, de la haine, du sens du devoir, de la compassion, de l'honneur. En fait, tous ces thèmes-là sont développés de façon à la fois fataliste, mais en même temps très mélancolique et très puissante, et de façon très noble en fait. Il y a une noblesse dans les personnages qui m'ont conquise. Il y a des personnages qui sont un peu plus gris, qui sont plus durs, mais il y a toujours cette forme de beauté en fait, cette aura de tristesse,
c'était trop beau. Voilà, vraiment, c'est vraiment les personnages qui m'ont marqué. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Jarickson, qui est dedans un personnage assez mal vu en fait dans le royaume qu'il est. Genre c'est un prince qui semble arrogant, enfin qui est très carnassier, très prétentieux, qui a commis des choses, on va dire apparemment horribles. Mais après, on gratte au-dessus de ces couches superficielles au niveau de ses rumeurs et tout, pour découvrir l'humanité en lui en fait. Ce qu'il endure, ce qu'il ressent, comment il appréhende le monde, ce qu'il a vécu, et vraiment, genre son humanité. Et c'était mais tellement bien fait, et et c'est un personnage surprenant en fait. Enfin vraiment du début à la fin, il m'a... oh la fin. Waouh, c'était juste waouh, c'est trop magnifique. Genre j'ai vraiment adoré, c'était très beau. En fait, je suis un peu déçue parce que du coup, genre j'ai lu Martyr, enfin j'ai commencé à lire Martyr pendant les vacances et ça m'a mis dans une panne de lecture. Alors je saurais pas vraiment pourquoi, parce que on retrouve un peu les mêmes ingrédients que dans Druid mais en plus poussé. Mais je crois que c'est parce que dans Martyr il y a une romance que j'aime vraiment pas. Genre j'adhère vraiment pas. Du coup c'est un truc qui me plombe facilement. Ensuite, en 6ème position, j'ai mis toute une saga. J'avais entamé il y a 2 ans, je crois, j'avais lu les 2 premiers tomes. Et puis ensuite, je me suis dit, bon bah je vais attendre avant de lire la suite parce que je trouvais pas le tome 3. Et le tome 4, normalement il était vu comme traduit en France, mais je l'ai jamais trouvé nulle part. Mis en ligne, voilà. Du coup il s'agit de Jackaby. Alors, en fait, au niveau de l'histoire, ça m'a pas tant marqué que ça, mais c'est surtout au niveau des personnages qui rend leurs aventures justement tellement passionnantes à vivre parce que j'ai adoré les suivre. Jackaby, c'est un peu un Sherlock Holmes, en gros, c'est l'inspecteur qui est excentrique, qui prend tout au premier degré, qui est très dans son monde, mais qui possède une tolérance et une indulgence et une ouverture d'esprit très, très rafraîchissante en fait. Et j'ai adoré, franchement, il m'a fait tellement rire, genre j'adore en fait. Ce qui m'a touché avec lui, c'est que du coup on devine en lui une certaine solitude que on apprend à connaître, à découvrir au fil des tomes, notamment dans le tome 3, où on découvre son passé, etc. C'est un personnage vraiment très touchant, d'autant plus que sa relation avec la protagoniste Abby, ils sont tellement attendrissants. Vraiment, Abby, c'est l'une des meilleures héroïnes que j'ai pu découvrir parce qu'elle est très inspirante en fait. Elle est très rafraîchissante. J'adore déjà comment elle se fait imprégner par le caractère très excentrique de Jackaby, son sarcasme au premier degré. Enfin, c'est absolument génial en fait. Elle s'adapte à lui de façon hilarante et j'adore ça. Et puis aussi, c'est une fille du coup qui essaie de s'émanciper des critères dictés par société parce que à cette époque-là, on est dans une société où la femme est assez passive, fait de la broderie, se marie, etc., fait des enfants, voilà, c'est son devoir. Alors que là, Abby, elle veut s'émanciper, elle veut devenir plus indépendante, elle veut prendre sa vie en main. Elle le fait de façon vraiment rafraîchissante. Elle est pas en mode là, ouais, je veux être une femme forte, indépendante. Elle le fait en fait, tu vois, elle a des réflexions qui sont pertinentes et tout. Et du coup, c'est très touchant de la suivre au niveau de sa relation avec Jackaby. Elle apparaît comme une présence constante auprès de Jackaby, peu importe quand il entraîne dans ses délires mortels, dans ses aventures, mais remplie de dangers et tout, elle est toujours là pour lui. Et tu vois subtilement parfois à quel point sa présence aide Jackaby, à quel point sa présence le touche. Et en contrepartie, Jackaby apparaît comme un mentor pour Abby. Il l'aide dans son émancipation, dans sa libération, dans sa prise d'indépendance. Et du coup, c'est beau. Enfin, vraiment, dans le tome 3 et 4, surtout dans le tome 4, tu vois à quel point la présence d'Abby compte pour Jackaby aussi. Et ça m'a touché en fait, ça m'a fait pleurer et tout. Du coup, c'était génial. Et en plus, en bonus, on a l'une des meilleures romances que j'adore, alors que c'est une romance vraiment pas aussi développée que ce à quoi j'aurais pu m'attendre, mais c'est tellement pur en fait. En fait, c'est entre Abby et un gars, Charlie. Charlie, c'est un amour aussi. En fait, c'est juste tellement pur, tellement rafraîchissant, ça va pas empiéter sur le développement de l'héroïne ou sur l'histoire, etc. C'est juste un truc hyper rafraîchissant. En fait, c'est un bonus, tu vois. Dans d'autres histoires, ça m'aurait pu sembler un peu rushé parce qu'ils tombent... Ils ont un crush assez vite et tout, et moi je préfère quand ça passe d'abord de amis à amoureux. Mais là, c'est juste, ils sont tellement juste purs ensemble, et du coup je me suis dit, enfin vraiment ça m'a fait glousser, ça m'a... Bref, et la fin en fait de leur histoire d'amour, enfin la fin, le dénouement à la fin, genre confirme que c'est vraiment une des meilleures histoires d'amour qui m'était donné de voir parce que le message qui en ressort, c'est vraiment beau. Et en fait, tu montres à quel point ça empiète pas sur le développement et l'émancipation de l'héroïne et qu'elle se suffit à elle-même en fait et que cette histoire d'amour c'est surtout un bonus. Du coup, j'ai adoré. Voilà, je peux que le conseiller parce que vraiment j'ai passé un super bon moment.
Et voilà. Ensuite, on va passer dans le top 5. En fait, tout ça, c'est des gros coups de cœur. Vraiment, du top 6 à 10, c'est vraiment des gros coups de cœur. Et dans le top 5, je sais pas vraiment ce qui démarque, mais en fait, il y a un truc en plus. Je crois que c'est parce que c'est plutôt des aventures assez longues. Du coup, j'ai passé plus de temps avec les personnages et ils m'ont beaucoup plus marqué. Voilà, quand je pense à 2021, je pense surtout à ces livres-là. Et du coup, on y va. Alors, en top 5, j'ai mis la duologie La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, pardon. Alors en fait c'est un livre que je le voyais souvent genre à Cultura et tout et je voulais trop l'acheter parce que j'entendais que du bien, comme quoi c'était un roman jeunesse hyper bien construit, qui sortait de l'ordinaire par la construction de son univers, par la plume vraiment foisonnante, etc. Mais j'avais peur d'être déçue, je m'étais dit le machin il coûte 18 €, est-ce que je vais être déçue ou quoi? Mais du coup je l'ai vu à la médiathèque, j'ai lu le tome 1, j'étais ok, gros coup de cœur, du coup j'ai acheté les 2 tomes et c'était incroyable. Je connaissais déjà les commentaires glorieux, les critiques vraiment positives sur le talent de l'autrice, mais franchement c'était mieux que ça en fait, parce que je trouve que la hype elle est descendue assez vite. Déjà l'univers, genre limite j'avais l'impression parfois de lire un roman adulte, parce que l'univers déjà il est super riche, il est tellement bien construit et tu te dis waouh, en fait c'est hyper immersif. Genre quand je lisais, que je le refermais, j'avais une partie de mon cerveau qui était restée à l'intérieur en fait, tu vois, genre je revoyais encore les contours de l'univers autour de moi. C'est assez fabuleux en fait, c'est pour ça qu'on lit en fait, c'est pour vivre ce genre de choses et c'était mais brillant. Et aussi ce qui me semblait adulte, c'était au niveau de l'atmosphère, parce que ça aborde des questions, des thèmes assez difficiles comme la guerre, la famille, le sens du devoir, le foyer aussi notamment, et c'était fait de façon assez dure, assez mature, surtout dans le tome 2 où t'as cette atmosphère là qui se renforce, où il n'y a pas beaucoup d'action, il y a moins d'action que dans le tome 1 je trouve, mais que t'as cette atmosphère qui te prend à la gorge, il y a cette aura mélancolique et ouais, et très poignant en fait. Au niveau de ça, c'était brillant, et puis aussi, dès les premières pages, t'as déjà pas mal de choses en fait qui te projettent dans l'action immédiatement, enfin t'es projeté dans l'univers, dans l'action, dans l'intrigue, t'as pas le temps de souffler, enfin c'est génial en fait, t'es immergé du début à la fin, il y a vraiment très peu de temps mort, enfin pour moi il n'y avait pas du tout. Et vraiment ce qui m'avait conquise aussi, c'était les personnages. On a une relation maître-disciple avec Lasty Anax, j'appelle Lasty, qui est un mec assez bourru, et une héroïne de 10-11 ans je crois, qui est du coup sa disciple, et qui est une héroïne mais tellement pure. En fait elle a vécu des crasses pas possibles, voilà, elle a perdu sa famille en quelque sorte, etc. Et en fait elle a quand même cette lumière en elle, cette positivité, ces ondes tellement lumineuses qui la caractérisent et qui définissent son courage. Elle m'a tellement émue parce que le fait qu'elle ait pas de foyer, ça rajoute en quelque sorte à sa sagesse et à son optimisme, parce que du coup elle arrive à accepter les marques d'affection, ces petites marques vraiment banales, comme un trésor pour elle, et c'était tellement pur, je sais pas comment les dire, mais bref elle est tellement pure en fait, et leur relation, leur dynamique du coup, du mec un peu grincheux et de la fille un peu pure, de maître à disciple, hein, pas une romance, hein. Non, on va se calmer. Ah, c'était tellement mignon, leur relation elle m'a fait passer par un panel d'émotions. Ils m'ont attendri, ils m'ont fait rire, ils m'ont fait pleurer pour diverses raisons, parce qu'ils m'ont attendri, parce qu'ils m'ont déchiré le cœur, enfin bref voilà. Et la fin elle est pas triste comme on pourrait s'y attendre, mais j'ai trouvé amère en fait, et ça m'a marqué, et j'étais en larmes. Le tome 2 c'est vraiment l'un des livres qui m'ont fait plus pleurer. Et il y a aussi une romance, alors c'est pas vraiment une romance parce que ça reste assez flou, mais genre ça m'a choqué en fait que j'adhère à ça, mais c'était trop mignon, enfin je sais pas, c'était trop pur, il y avait des scènes subtiles, il y avait des petites scènes, en fait c'est pas du tout mis en avant, mais c'est ça en fait qui m'a chamboulée, parce que c'était platonique et c'était trop choupi, et ils m'ont fait passer, mais bref, du coup c'était incroyable, tu passes vraiment par beaucoup d'émotions, et puis l'antagoniste aussi, il est très intéressant par rapport à l'héroïne et tout, enfin bref, ça a été un plaisir, je le relirai, mais j'ai adoré, j'ai adoré. Ensuite pour le top 4 et 3, c'est assez compliqué parce que en fait, genre je sais pas lequel j'ai préféré, lequel mettre avant l'autre. Après c'est marrant parce que ces deux sagas, ils ont vraiment rien en commun. Enfin genre tu peux pas faire deux sagas plus différents dans le mood. Alors j'ai mis en top 4 une saga, mais il aurait pu être avant, enfin je sais pas, il fallait faire un choix, et c'était compliqué. En top 4, en numéro 4, j'ai mis Nevermore. C'était incroyable, alors là j'ai mis le tome 2 parce que vraiment j'ai un coup de cœur pour le tome 2, il était génial,
Bref, Nevermore, c'est la saga qui te donne le sourire, c'est la saga qui rend heureuse, c'est la saga qui a illuminé le plus cette année 2021. Parce que ça m'a émue jusqu'aux larmes, ça m'a fait rire, ça a réchauffé mon cœur, c'était déjà dès les premières pages du tome 1, tu t'attaches à Morrigan, à l'héroïne, parce qu'elle subit, alors qu'elle a que 10-11 ans, c'est juste horrible, elle est négligée par sa famille, mais de la pire des façons, c'était horrible, enfin vraiment psychologiquement, voilà. Du coup, quand elle rencontre des personnages qui l'acceptent, qui l'aiment, qui lui prodiguent tellement d'affection, d'attention, de réconfort, d'amour, d'amitié, tu te sens réchauffé avec elle en fait. Et c'était magnifique, hein, vraiment les personnages, c'est vraiment le point fort, enfin vraiment Jupiter, Hawthorne, je sais pas comment on prononce, bref son meilleur ami, ils m'ont mais tellement fait fondre et genre j'étais en mode, bref j'ai tellement fondu. Et puis aussi au niveau de l'univers, c'est comme un Harry Potter mais original, genre c'est pas un copier-coller mais tu sens les marques d'Harry Potter mais en mieux, parce que du coup par exemple t'as un antagoniste qui est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus mystérieux, ambigu au niveau de sa relation avec l'héroïne. T'as l'univers qui est hyper coloré, t'as envie d'y plonger dedans et d'y vivre et d'y découvrir par toi-même. Enfin vraiment, il y a des surprises et tout, c'est génial. Je retombe en enfance en fait. En fait, tu retombes en enfance et en même temps tu sens une certaine maturité dans la construction, notamment de l'héroïne, dont la psychologie est assez nuancée parfois. Enfin pour moi ça me semble assez sombre pour de la jeunesse, du coup c'est ça que j'adore. J'ai trop hâte de voir comment elle va évoluer par la suite. Et aussi au niveau voilà de cette atmosphère un peu sombre qui se développe, qui s'accroît de plus en plus, notamment à partir du tome 3. Aussi t'as de la diversité au niveau des personnages. L'autrice avait dit qu'elle allait incorporer plus de personnages LGBT, du coup c'est cool. Du coup c'est mieux qu'Harry Potter, c'est génial et je peux que le conseiller. Ouais. Pour le numéro 3, j'ai eu aucun coup de cœur pour aucun des 3 tomes, mais j'ai un coup de cœur pour la saga entière, enfin c'est assez compliqué. Et il s'agit de The Poppy War. Je prends le tome 2 parce que le tome 1 je l'ai prêté, et le tome 2 c'est mon préféré je pense, ou alors le tome 3, non je pense que c'est le tome 2. Ah cette saga, j'ai fait une vidéo, voilà, j'ai assez parlé de cette saga, mais déjà ce que j'ai aimé c'est l'influence totale de l'histoire chinoise, notamment à la dynastie Qing. J'adore quand ça s'imprègne de l'histoire chinoise, quand il y a des références, et du coup j'ai adoré les références, découvrir de nouveaux trucs. Ça m'a aussi documenté en fait sur l'histoire de Chine, du coup c'était absolument génial et hyper passionnant à ce niveau-là. C'est une saga impitoyable en fait, c'est une saga qui te laisse pas indifférente. Peut-être que tu vas pas aimer parce que justement c'est trop dur, c'est trop rude, c'est trop violent. Peut-être que comme moi tu vas être captivé, tu vas être fasciné, tu vas te dire waouh, cette saga elle est tellement audacieuse par la façon dont elle dépeint la guerre. La guerre elle est pas rendue noble en fait, elle est pas glorifiée ou quoi, elle est pas là pour mettre en avant la noblesse, l'honneur des personnages, au contraire elle est là pour les déshumaniser totalement, pour nous plonger dans la pire des horreurs. Vraiment tout ce qui s'est passé de plus horrible dans la guerre tu le retrouves dans cette saga là, et à chaque fois il y a des scènes vraiment c'est immonde en fait, et tu te dis en fait c'est ce qui est arrivé en tout cas dans l'histoire chinoise, et c'est choquant en fait, et c'est impactant, et en même temps ça te sensibilise à ça, et ça te fait poser pas mal de questions sur la futilité de la guerre, parce que tu te rends compte que qu'ils soient vainqueurs ou perdants, dans les deux camps il y a des pertes et ils sont tous les deux perdants en fait. Et ça c'est bien montré notamment dans la dernière partie de la trilogie, et c'est très impactant. Et les conséquences très négatives de la guerre tu les retrouves en plus dans le personnage de l'héroïne, de Rin en fait, parce qu'elle se déshumanise, elle commet des actes horribles, elle est très frustrante parce qu'elle commet des choses en mode mais c'est un monstre en fait que je suis en train de suivre, c'est génial en fait. Parfois quand je lis d'autres livres et que je tombe sur des héroïnes moralement grises, enfin qui sont un peu décrites comme ça, je me surprends à les comparer à Rin, parce que pour moi Rin c'est devenu mon modèle. En fait Rin est beaucoup plus que grise, genre elle est plutôt même dans le noir, parce que voilà tout ce qu'elle commet c'est horrible, mais en fait comment dire, je veux dire c'est rafraîchissant de la suivre parce qu'elle va tellement dans les extrêmes, mais c'est bizarre de dire rafraîchissant, mais ce que je veux dire c'est que c'était innovant, c'était audacieux, et du coup ça te marque. Genre sur le coup en lisant le livre, genre Rin c'était pas un de mes personnages préférés, mais en fait avec le temps, genre je pense souvent à elle, je suis en mode putain mais ça me manque de suivre une héroïne aussi imprévisible en fait. Et en dehors d'elle, t'as deux autres protagonistes, en quelque sorte des protagonistes, Nija et Kitai, que j'ai adoré. Nija un peu moins de moins en moins, à part à la fin du tome 2, parce que je sais qu'à la fin du tome 2, il y en a plein qui l'ont détesté, moi je l'ai adoré, parce que voilà. Mais Nija, il était super comme personnage aussi. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il manquait de pertinence dans le développement de leur personnage, de leur relation. En fait, l'autrice parlait plus qu'elle ne montrait. Et en fait, elle s'attend à ce que nous, on perçoit les choses de la même façon qu'elle, à un même degré, sauf que moi j'étais
loin derrière en fait parfois, mais j'arrivais quand même à accrocher parce que j'aimais les personnages et parce que bah l'histoire autour d'eux bah c'était palpitante. Du coup voilà, il n'y avait pas vraiment de problème au final, alors que ce genre de point ça aurait pu vraiment me pénaliser dans mon jugement. Mais bon voilà, là c'est en 3e position, ça le mérite parce que c'était génial. À la fin de chaque tome, t'as un putain d'événement, t'es en mode waouh, enfin c'est génial en fait, vraiment ça te prend aux tripes. Il y avait une dose d'adrénaline à chaque fois que je lisais, à chaque fois que je voulais le lire, j'étais obnubilée en fait, genre je voulais pas le lâcher. Et c'est rare que ça me fasse, genre j'aime bien lire, mais parfois ça petite dose en fait, genre c'est 100 pages par 100 pages, après voilà ça me suffit. Là c'était vraiment waouh. Et aussi il y a une petite romance, en fait c'est pas vraiment une romance, c'est très bizarre, c'est très ambigu, tu sais qu'il y a des sentiments amoureux, mais ça évolue de façon assez spéciale et c'est ça que j'adore parce que si c'était basique, bah déjà ça m'aurait saoulé parce que c'était pas pertinent pour moi et c'est pas dans le mood en fait de The Poppy War. Dans The Poppy War c'est horrible, c'est noir, c'est voilà, c'est imprévisible et c'est ça que j'adore à chaque point de vue, genre c'est à tous les niveaux c'est imprévisible et c'est génial. Ensuite en 2e position j'ai mis l'été de Summer Lost d'Ali Kandi. Alors ça a été ma plus grosse surprise, bonne surprise de l'année 2021 et je pense depuis longtemps. Genre je l'ai vu à la médiathèque, j'en ai jamais entendu parler. Je voyais que ça parlait un peu de deuil, je voyais que ça parlait d'une fille, d'un garçon, je me suis dit ok ça va être une petite amourette. Après je m'étais dit ils ont l'air jeunes. Est-ce que ça se dit qu'ils étaient jeunes? Ouais, enfin en tout cas ils avaient... Non, c'est même pas dit que c'était jeune, mais du coup je sais même pas pourquoi j'ai emprunté. Je pense que c'est parce que je voulais tenter une romance, voir si ma sensibilité s'était assez développée pour être touchée par une romance. Et en fait on n'est pas du tout dans ce délire là. C'est une histoire sur le deuil en fait, parce que on suit une famille, en particulier une héroïne qui doit faire face au deuil de son père et de son petit frère. Du coup elle se retrouve avec son petit frère et un autre de ses petits frères avec sa mère qui tente de se reconstruire dans une maison de vacances. Et elle va faire la rencontre de Léo, qui est un garçon tellement lumineux, tellement optimiste, tellement rempli d'espoir et de rêves pour l'avenir, qui va l'emmener dans une petite aventure. Enfin en fait y a rien de fifou, vraiment c'est même assez monotone, c'est même assez calme, mais j'ai adoré le duo de personnages. C'est un des meilleurs duos que j'ai rencontrés. En fait, genre je me rappelle que pendant toute ma lecture, je me dis ça va peut-être évoluer en romance. Après, ils ont 12 ans, tu vois, ça va être une petite amourette, ça va être mignon et tout, ça va pas trop, ça va pas me saouler. Mais je m'étais dit ouais, ça va peut-être enlever un peu de l'originalité à leur relation. Et en fait, c'est resté, voilà, du coup je vous spoil pas, mais au vu de leur évolution, peu importe leur évolution, en fait, j'adore leur relation. Elle est tellement unique, tellement pure, parce qu'en fait, Léo, sans en faire trop en fait, genre un peu de façon métaphorique, va aider Cédar à faire son deuil, à accepter la vérité, à faire cette transition entre la jeunesse et l'âge de l'adolescence. Et c'est pareil pour Léo, parce que Cédar, elle accompagne dans ses petites aventures, dans une aventure qui tient à cœur à Léo pour des raisons que je vous laisse voir. Même avec la mère et le petit frère de Cédar, la façon dont ils essayent de gérer le deuil, c'est fait de façon très douce, métaphorique, poétique et un peu psychologique et de façon très humaine en fait. En fait, c'est pas pour s'apitoyer. Genre l'autrice, elle essaie pas de nous faire nous apitoyer, elle nous attendrit et c'était vraiment doux en fait. C'était chaleureux, j'ai adoré et parfois je repense à Cédar et Léo et je pleure en fait parce que voilà, c'est vraiment un petit bijou et je suis tellement contente d'être tombée dessus par hasard. En fait j'avais peur parce qu'Ali Kandi, j'avais lu sa saga, sa trilogie Promise, Conquise, je sais plus quoi. J'avais adoré le tome 1 et après par la suite je m'en foutais un peu, du coup j'avais peur que voilà, j'accroche pas trop. Mais voilà, Cédar et Léo, mes enfants, enfin bref. Et en première position, c'était vers mes premières lectures de 2021, même ma première lecture de 2021. Je savais pas trop si je devais le compter parce que j'avais lu sur internet, enfin une traduction non officielle sur internet, voilà. Du coup j'avais pas trop si ça comptait en roman et puis je me suis dit allez, si. Et la première place ne pouvait pas aller à n'importe quel autre livre que celui-là. Il s'agit de... j'allais dire Motatsushou, non. Il s'agit de Chingon Sefu, de Heaven of Short Blessing. Alors, comment en parler? En fait, je triche un peu parce que j'ai lu les 3 premiers tomes en 2020, fin 2020, et après j'enchaînais en début 2021 avec le tome 4 et 5, mais je compte tout dans 2021 parce que ça a vraiment marqué mon année 2021 du début à la fin, genre j'en parle encore, je reviens encore sur des trucs, et putain, mais ça fait 1 an déjà, et je suis encore hyper sensible. Ah, j'ai envie de pleurer déjà. En fait, avant ça, j'avais lu Motatoucheux en 2020 et ça a été
un énorme coup de cœur, c'était un énorme bouleversement et je me dit Children of Food, c'est pas possible que ce soit aussi bien, c'est pas possible que ça me bouleverse autant. Et le tome 1, c'est très sympa. J'ai adoré plusieurs personnages. Après, au niveau de l'histoire, les arcs, ils sont cool, hein, ils sont cool, mais voilà, c'est divertissant, mais c'est pas waouh. Ensuite, dans le tome 2, on suit la première partie du passé de Shaylin, qui est le protagoniste. Et là, tu sens un peu le côté angsty qui commence à arriver. Tu te dis, ok, ça va pas être joyeux. Tu sens la patte de l'autrice à faire des petites histoires hyper douloureuses. Et c'était dur. Et en même temps, bah, ça m'a marqué plus que le tome 1. Le tome 3, c'est le plus long. Franchement, le découpage est trop bizarre. Vraiment, le tome 3, il est hyper long. Il se passe énormément de choses. Et c'est mon tome préféré. En particulier pour un arc. Pour d'autres arcs aussi, parce qu'on développe mes futurs persos préférés, mais ever. Et il y a un arc, je me revois encore en train de le lire et en train de chialer. J'ai jamais chialé autant, jamais ressenti une telle souffrance. Ça a l'air exagéré, mais je veux pas dire ce que c'est. Mais je m'y attendais tellement pas et c'était le pire truc qui aurait pu m'arriver dans un livre, je pense. Genre, tu sais, on a subi des morts et tout, mais là, c'était... j'y croyais pas, j'étais en mode non, c'est pas possible, c'est quoi ce plot twist? Et en même temps, avec du recul, au début je m'étais dit non, c'est insupportable, c'est beaucoup trop en fait. En fait, avec du recul, ça m'a tellement marqué. Et c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur pour Children of Fu, et c'est pour cet arc là que je me dis ouais, c'est encore meilleur que Motatsushi en fait, c'est ouf. Enfin, l'autrice se surpasse autant, enfin c'est... Bref, dans Children of Fu, du coup, c'est une histoire d'amour, c'est un boys love, mais c'est pas que ça, c'est un boys love, c'est vendu comme un boys love, mais il y a tellement d'autres trucs autour, il y a des thèmes abordés comme le cycle de la vengeance, les préjugés, l'identité, la haine, etc. En fait, c'est abordé de façon tellement humaine, c'est pas une vision manichéenne, mais ça nuance les choses, ça te fait poser tellement de questions sur des personnages qui sont tellement gris, qui commettent des choses horribles, c'est profond en fait, ça sonne tellement cliché mais c'est profond, c'est pas superficiel, c'est tellement bien fait, c'est une histoire d'amour mais c'est pas ça qui m'intéressait, enfin si, du coup il y avait des petits moments genre voilà, il y a pas de sexe dedans, dans Motatsushi il y en a mais dedans il y en a pas, c'est insinué mais il y en a pas quand même, mais c'est pas ça qui m'intéressait le plus, c'était autour des personnages parce que du coup bah il y a d'autres personnages, en fait c'est une diversité d'arcs qui aborde un ou plusieurs personnages et du coup ça développe ainsi les personnages tour à tour, après ils reviennent et tout pour être développés un peu plus de façon un peu plus secondaire mais quand même, et du coup ça crée une toile mais tellement vaste et tu t'y retrouves parce que ils ont tous une personnalité à eux et c'est tellement vivant en fait, et en fait plus t'avances et plus les arcs ils sont géniaux, ils sont passionnants, et en fait en général je trouve à la fin tu découvres que tous les arcs ils sont liés. Dans Motatsushi ça a été ça, dans Children of Fu ça m'a pas trop marqué parce que j'avoue que j'ai plus concentré sur le développement de personnages. Au niveau des personnages du coup c'est vraiment le gros point fort de ce roman parce que ils m'ont marqué, ils sont... Déjà chez Hélène, il apparaît déjà comme un personnage, comme un protagoniste qui est très gentil, très doux, très rafraîchissant, et je sais qu'il y en a qui disent ouais bah c'est ennuyeux, non c'est pas ennuyeux, c'est rafraîchissant, c'est cool quoi. Et en fait quand tu plonges dans son passé tu te rends compte qu'il est beaucoup plus que ça et que cette gentillesse là, en fait c'est très admirable qu'il a encore parce que vu tout ce qu'il a vécu par le passé, tu te dis comment il peut sourire comme ça. Après son sourire il est faux parfois parce que bah c'est une façade, mais il est quand même gentil, il est quand même dévoué envers les autres, alors que tout ce qu'il a subi par le passé tu te dis mais c'est très fort en fait. Et c'est pour ça que c'est pas un protagoniste ennuyeux ou creux, c'est un protagoniste qui est tellement bien réfléchi. Et du coup j'ai oublié, du coup après le tome 3 il y a le tome 4 qui est la deuxième partie du passé de Chien et qui est le tome le plus douloureux. C'est le tome le plus court mais c'est le tome le plus douloureux parce que autant dans les autres tomes il y avait des moments difficiles mais il y avait quand même des moments légers pour rire, là c'est pure pain, genre vraiment, à part un moment décisif, mais sinon c'est juste Cheyenne en train de chier, enfin chier sans se figuré, et c'est horrible, vraiment, il y a des gens qui arrivent à le relire, moi j'arrive pas, même les fanarts, je suis en mode mais pourquoi tu dessines ça quoi, ouais. Et le tome 5 c'est mon deuxième ou troisième préféré, le tome 5 il est génial, il m'a marqué surtout vers la fin, après en vrai il m'a pas trop marqué hein, je sais pas. Du coup j'ai beaucoup ri, j'ai énormément pleuré, j'ai énormément stressé, j'étais en mode non mes personnages ils vont mourir, enfin tu peux pas savoir en fait parce que l'autrice elle va tellement loin et elle fait tellement souffrir, elle a un degré de sadisme mais c'est impressionnant. Je me demande mais comment elle arrive à pondre des histoires comme ça. C'est du sadisme psychologique, c'est pas juste je vais faire torturer, j'ai tué plein de gens, c'est vraiment du sadisme psychologique et tellement bien fait et c'est incroyable. Bref, voilà. Et du coup l'édition est sortie en anglais, il y aura 8 tomes en tout et je sais pas si j'ai tout acheté parce que je suis pauvre mais elles sont magnifiques.
sont magnifiques. Du coup voilà, c'était mon top 10 de mes meilleures lectures de 2021 et j'espère que j'en aurai autant pour remplir mon quota pour faire mon top 10 de mes meilleures lectures de 2022. Hey, bah du coup j'avais pas prévu de faire une conclusion et je sais pas en faire une parce que bah je vais pas dire ouais, likez, commentez, partagez, parce que si vous le faites pas, je vais avoir un faux espoir. Si vous faites pas partie de mon cercle d'amis et que vous avez par miracle regardé la vidéo jusqu'à la fin sans trop skipper, c'est-à-dire que vous avez eu beaucoup de temps à perdre, mais je vous en remercie. Je pense pas qu'il y a des gens qui vont regarder jusqu'au bout. Du coup, bon, je suis un peu dubitative, hein, mais au cas où, merci. Je sais pas faire de conclusion, je sais pas quoi dire, hein. Mais comment on fait ? Je sais, j'aimerais vous récompenser d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et pour ça je vais vous offrir quelque chose. Voilà, je n'ai pas de conclusion pour cette vidéo mais j'ai la conclusion de mon prochain exposé que je devrais présenter. Du coup je vais vous la lire. C'est bien, non? Alors, vous êtes prêts? Parce qu'il est super génial. Ah mais je dis n'importe quoi. Bref, le XXIe siècle est comme une époque de transition qui vacille encore entre le modèle traditionnel du monde professionnel et une volonté de réforme de plus en plus importante, même si l'influence est encore challengée. On voit émerger des dissensions générationnelles au niveau des mentalités et des attentes qui vont remettre en question la pertinence des pratiques professionnelles et les réflexions quant à la réussite et l'épanouissement professionnel. La divergence de mentalité entre les générations, mais aussi entre les jeunes eux-mêmes, met à l'épreuve la volonté de construire un modèle chinois hégémonique, tant sur le plan professionnel que dans le paysage national plus global. Xi Jinping. Qu'est-ce que je fous ?